Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Crête d'Union. Moi, c'est Jenny, comme vous le connaissez déjà, et à ma droite, il y a Manuela. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Irène Ram, une chercheuse passionnée qui explore comment l'école et les environnements communautaires influencent la réussite scolaire, l'identité et l'intégration des jeunes, notamment ceux issus de l'immigration. Bonjour Madame Reine, comment vous allez? Bonjour, ça va bien et vous? Vous êtes contente d'être ici? Oh, très contente, oui, c'est vraiment bien ici. J'adore votre espace. Puis C'est très vivant aussi. c'est la première fois que... est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Maison des Jeunes? C'est la Oui, première fois. j'ai déjà entendu parler parce que vous êtes venus, il y a des gens qui sont venus dans mon cours Ok. de parler à mes étudiants. Donc, et j'ai aussi visité votre site et votre site Facebook, les annonces que vous faites. Donc je sais un On peu est touchés! qu'est-ce qui se passe. Je suis ça un petit peu pour voir qu'est-ce que vous faites. Un peu curieuse. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, Madame Irène, nous sommes très contentes aussi de vous recevoir aujourd'hui, malgré qu'on va un peu vous déranger, un peu, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ouais, on a appris que votre horaire était très chargé et que vous êtes beaucoup occupée. Donc, Ouais. mais merci quand même d'être là parce que c'est quand même un honneur. Donc, malgré tout votre espace, tout votre temps occupé, vous avez pu trouver le temps, un petit moment pour nous concentrer et à nous consacrer et c'est très apprécié. Mais moi aussi également, parce que c'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler à des jeunes. D'accord. Ouais. Ok, on veut savoir, en tant que psychopédagogue, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser autant pour moi à la psychopédagogie et l'andragogie. Non, l'androgogie. L'andragogie, pardon. Oui, c'est un gros mot. Donc, mais la psychopédagogie, c'est vraiment l'étude de l'apprentissage globalement. Ouais. Et l'andragogie, c'est plus l'étude de l'apprentissage des adultes. Moi, c'est vraiment plus les enfants, les jeunes qui m'intéressent. Et je pense, je trouvais que quand j'ai grandi en Suisse, j'ai vu que pas tous les enfants ont les mêmes chances d'apprendre ou les mêmes chances à aller à des mêmes sortes d'écoles, etc. Et je trouve qu'il faut que tout le monde a la chance d'apprendre s'ils ont des intérêts, de poursuivre leurs intérêts, etc. Donc, je me dis par la recherche, la documentation de l'apprentissage dans le sens large, pas seulement à l'école, mais autour de l'école, mais ça va offrir peut-être des idées pour créer des espaces avec les jeunes pour les supporter à explorer leurs intérêts. Comme vous êtes ici et vous intéressez au balado, donc ça c'est quelque chose, et l'échange et tout ça, donc c'est ça que je trouve intéressant, comme quelquefois, les occasions d'apprentissage émergent comme ça, naturellement. Ouais. Wow. C'est très inspirant. Et est-ce que, genre, comment je peux dire, vous aimez travailler avec les enfants? Vous aimez beaucoup ça ou... Parce que moi, personnellement, dans votre parcours, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'était l'andragogie parce que je veux dire que la psychopédagogie est un peu connue de tout le monde. Donc, le fait d'aider les enfants et tout. Mais l'andragogie, j'ai l'impression que c'est pas vraiment beaucoup en parler. Donc, lorsque j'ai vu que vous étiez aussi, vous faisiez ça, ça m'a beaucoup interpellée parce que il y a quand même une différence. Les adultes, eux, ils ont juste besoin, parce qu'ils savent en fait ce qu'ils veulent faire dans ce concept-là. Donc, c'est... Par rapport à l'andragogie, moi, ma question, une des questions que j'aimerais vous poser, c'est parce que dans ce que j'ai compris, l'andragogie, c'est l'apprentissage comme tout au long d'une vie. Donc, en quoi ce concept peut être appliqué au parcours éducatif des personnes, des adultes qui sont issus de l'immigration? Mais je pense que quelquefois, notre système éducatif est très linéaire. C'est construit comme ça. Et je pense pour les adultes, de plus en plus, on a besoin des petits micro-programmes, des petits programmes où ils peuvent vraiment s'épanouir ou découvrir leurs forces aussi, leurs intérêts, etc.
Et je pense que c'est particulièrement important pour les immigrants. Comme moi, quand je suis arrivée au Canada, j'ai recommencé mes études parce que j'avais des opportunités ici que je n'avais pas dans mon pays. Et donc, c'est jamais trop tard. Et c'est ça que j'adore au Canada, qu'on peut étudier, on peut aller à l'université à tous les âges, c'est pas important. Et donc, j'ai des étudiantes dans mes cours qui sont, comme on appelle ça, des étudiantes quelquefois atypiques parce qu'ils ont travaillé, mais ils font un changement de carrière parce qu'ils ont découvert qu'ils voudraient enseigner à des élèves au secondaire, par exemple, et avant, ils étaient des ingénieurs. Donc, on peut faire ça et c'est ça la richesse qu'on peut continuer à apprendre tout le long de la vie. C'est jamais fini. Donc, on peut découvrir des nouvelles loisirs aussi. Et c'est ça que je trouve au Canada et à Montréal, il y a plein des opportunités comme ça pour se former, continuer de se former. Et ça regarde aussi une sorte de perspective vers le futur. Donc, ça nous fait du bien de toujours se remettre en question, de réfléchir et d'apprendre des autres personnes aussi. Donc ça, c'est une richesse pour se développer tout le long de la vie. Et aussi, quelquefois, peut-être quelquefois, il faut arrêter l'éducation parce qu'on est pris avec une famille, on a d'autres affaires qui se passent et accepter que c'est correct aussi de faire ça et de revenir qu'on est prêt à continuer à faire d'autres choses. C'est vrai. C'est vrai que le Canada, c'est un pays comme très ouvert parce que on voit donc, que ce soit dans les universités ou des fois dans les écoles des adultes, il y a beaucoup d'adultes qui sont plus âgés qui reviennent à l'école. Moi, à mon cégep, je vois beaucoup de comment je peux dire, de parents dans mes cours. Il y en a beaucoup, peut-être comme 50% de la classe, ça dépend. Puis, à chaque fois que j'essaie d'échanger, la plupart me disent, c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose avant. Et ils ont vu que, par exemple, je sais pas si vous connaissez le programme de technique de diététique, donc c'est tout ce qui est pour la restauration. Il y a un monsieur et tout qui est à mon école et tout, il m'a dit qu'il a toujours voulu faire dans la restauration, mais il a eu quelques problèmes qui a fait qu'il a arrêté, mais il a décidé de reprendre et il a même gagné une bourse pour ça. Donc je pense vraiment que le fait que il n'y a pas vraiment d'âge pour retourner à l'école ici au Canada, c'est vraiment très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique, de ce qui vous a amené à étudier cette thématique? Mais quand j'ai grandi en Suisse, j'étais plus en entreprise, dans un programme technique. Et quand je suis arrivée au Canada, mais j'ai découvert que j'aimerais vraiment travailler avec les enfants ou les jeunes. Et donc, j'ai commencé avec un programme pour la petite enfance. Et c'est là que j'ai eu une professeure en psychologie qui m'a dit, mais tu devrais vraiment aller à l'université, tu pourrais faire peut-être un bac en psychologie. Et je savais pas que je pourrais faire ce passage-là parce que j'avais pas tous les prérequis. Et je pense que c'est ça aussi, comme immigrant, quelquefois on arrive, on n'a pas tous les prérequis, mais il y a toutes sortes de parcours à l'université pour rentrer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en psychologie à McGill. Et j'ai aimé ça, mais en même temps, j'étais vraiment intéressée par les enfants, le développement des enfants. Donc, après mon bac, j'ai déménagé aux États-Unis. J'ai vécu 12 ans au Colorado et c'est là que j'ai fait une maîtrise et un doctorat en éducation. Et au début, c'était vraiment plus surtout des cours que je prenais. Et après la maîtrise, j'ai arrêté. Je travaillais dans une école Montessori pour un certain temps, en maternelle. Mais j'avais le goût de retourner à l'université pour le doctorat, donc j'ai commencé ça et j'ai eu la chance de faire un projet de recherche avec des jeunes un peu comme vous qui faisaient du jardinage. Il y avait un programme d'entrepreneuriat à Denver, dans le centre-ville de Denver. Et je voulais voir qu'est-ce que ces jeunes apprennent au travers le jardinage sur les sciences.
Donc, j'ai passé tout l'été avec les jeunes dans ce programme-là. Et ça, c'était mon thèse de doctorat encore. C'est devenu un énorme document. Mais c'était vraiment grâce à des jeunes et tous les animateurs qui étaient là que j'ai pu passer vraiment des belles moments ensemble avec tous ces jeunes. Et c'est après ça que une fois j'ai terminé mon doctorat, j'ai travaillé comme professeur à l'Université de Northern Colorado. Et j'ai commencé à former des enseignantes dans différents programmes pour les enseignantes et futures enseignantes. Et j'ai aussi continué de travailler avec les jeunes dans d'autres programmes. Donc, des jeunes qui sont venus à l'université l'été pour explorer un peu qu'est-ce qu'on peut faire à l'université. Donc, j'ai toujours travaillé avec les jeunes. Vous m'avez parlé tantôt, les enfants aussi, mais j'adore travailler avec les ados, aussi avec les enfants, mais j'aime beaucoup avoir des dialogues. Et là, avec les petits, quelquefois, c'est plus difficile. Donc, j'aime discuter avec les jeunes et aussi, ça m'inspire de voir tout ce que les jeunes font, la créativité, etc. Ouais, vous aimez ça? Oui, ouais. D'accord. Les espaces communautaires, j'ai l'impression qu'ils comblent des lacunes laissées par le système scolaire. Ouais. Donc, à votre avis, comment l'école, elle pourrait comme mieux collaborer avec ces organismes pour pouvoir soutenir les jeunes, selon vous? Mais avec mes étudiantes, je leur parle justement de découvrir un peu les programmes communautaires qui existent autour de leur école. Comme ça, ils peuvent diriger leurs élèves vers des programmes communautaires. Moi, j'ai constaté quelquefois les familles immigrantes, ils connaissent pas nécessairement tous les programmes qui existent et ils savent pas nécessairement tout le temps que c'est une bonne chose d'aller dans des programmes parascolaires ou tu sais, quelquefois au primaire, ça peut être une tutorat pour aider avec les devoirs, etc. Parce que ça fait pas partie de leur pratique culturelle nécessairement. Peut-être ils sont plus habitués que les enfants vont juste jouer à la maison en place. Mais je pense, donc, il y a à la fois les familles qu'il faut informer, mais aussi les écoles, que les écoles voient ça comme vraiment un enrichissement, en complémentarité avec l'école. Donc, si un enfant ou une jeune ne va pas très bien à l'école, mais il peut aller dans une maison de jeunes et découvrir ses forces et après appliquer ça à l'école aussi. Donc, ça sert aux deux endroits. Donc, moi, je trouve c'est une autre forme d'apprentissage aussi. Souvent, dans le communautaire, c'est beaucoup plus ouverte, c'est plus dirigé par le jeune. Et ça compte mieux certains jeunes que peut-être l'école. Ouais. Donc, ça peut balancer les deux. Donc, une remplace pas l'autre. Je pense que les deux sont importants. Les deux sont nécessaires pour... Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Que pensez-vous du système éducatif actuel, genre? Mais ça, c'est une grande question. Je pense pour certaines jeunes, ça marche bien. Pour d'autres, ça marche moins bien. Ça dépend aussi des écoles. Il y a des écoles qui ont beaucoup des activités après l'école aussi, à l'école ou pendant la journée d'école, des projets personnels des étudiants, des élèves, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire attention qu'on reste avec une pédagogie très humaine et qu'on vise vraiment l'inclusivité, l'égalité, l'équité, la justice sociale, que tous les jeunes se sentent reconnus et valorisés. Donc, dans mes cours, on parle beaucoup du climat scolaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement soutenir un climat scolaire positif où les jeunes se sentent à l'aise. L'importance des relations que les jeunes peuvent avoir avec les enseignantes. Et je pense que chaque jeune devrait être à l'école et chaque journée sortir avec un sourire. Ça serait vraiment génial. Je pense que chaque journée, ce serait bien si l'enseignante reconnaît quelque chose que l'élève fait qui est positif
Et quelquefois, j'ai des étudiants qui trouvent ça difficile à trouver le positif. On trouve tous ça difficile. Hein, mais c'est justement ça le défi, de trouver ce parti-là pour encourager les jeunes de persévérer, de rester à l'école, de s'épanouir et d'être bien à l'école, mais aussi d'avoir la chance d'être soi-même. C'est comme que ça, c'est important aussi que les élèves peuvent se sentent à l'aise à l'école, qu'ils se sentent pas qu'ils peuvent pas rester eux-mêmes dans cet endroit-là. Mais je pense que... Tu voulais dire quoi? Je voulais... Allô? Ok, je voulais demander si vous pensez que l'éducation freine l'évolution identitaire des élèves, ou vous pensez que ça ne freine pas leur évolution identitaire? Parce que vous dites que les élèves, ils doivent être capables de se sentir à l'aise avec eux-mêmes, malgré le fait qu'ils partent à l'école, des choses comme ça. Mais je pense pour moi, l'éducation, c'est large. Donc, il y a l'école, mais il y a la famille, il y a les amis, il y a les activités parascolaires et communautaires. Donc, je pense que chaque espace contribue, en fait, au développement du jeune. Donc, c'est pas seulement l'école. Pour certains jeunes, l'école est peut-être moins adaptée à leurs besoins. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment, je trouve intéressant de voir beaucoup de jeunes qui apprennent par eux-mêmes. Aussi, avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'un effet négatif, mais il y a aussi, c'est une ressource pour apprendre aussi. Ça peut être ça aussi. Donc il y a certains jeunes qui vont explorer ces ressources pour apprendre par eux-mêmes sur un sujet qui les passionne. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, vu que vous travaillez beaucoup par rapport à l'évolution identitaire et tout, c'est quoi les défis que vous avez remarqués par rapport aux jeunes immigrants? Mais je pense, quelquefois, comme immigrants, on se sent marginalisé, on se sent peut-être pas valorisé. C'est là que être fier de sa culture, la fierté culturelle est extrêmement important. L'identité et aussi le développement identitaire est aussi interrelié avec la langue. La langue est primordiale, donc être fier de parler plusieurs langues et de les parler, de continuer les parler, pas les perdre, pratiquer sa culture, donc c'est pas une exclut pas l'autre. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important au niveau du développement identitaire, de garder cette fierté culturelle qu'on a, la richesse si on parle plusieurs langues, même si on a un accent, etc. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que des fois, parce que il y avait, dans mon école, c'était il y a 2 semaines, on avait une conférence sur, c'était aussi sur l'identité. Et on parlait comme comment je peux dire, comme la proportion que des immigrants qui viennent, comment ils gardent leur culture. Et il y en a ils arrivent à garder les deux, mais il y en a que leur culture qu'ils étaient avant, ça disparaît totalement. Donc, ils oublient tout. Bah, pas tout, mais vous comprenez, en majorité, ils oublient. Puis des fois, est-ce que vous pensez que des fois, c'est voulu ou pas vraiment? Mais quelquefois, je pense que les parents renforcent ça, les familles renforcent ça parce que pour le bien de leurs enfants, parce qu'ils veulent que leur enfant va bien réussir dans le système. Donc, ils essaient de vraiment renforcer le développement de la langue, de la culture locale, etc. Et parlent très peu de leur culture d'origine. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes, une fois ils sont adultes, quelquefois, soudainement, ça nous attrape. C'est comme on cherche son identité, on ne sait plus qui nous sommes. Et c'est là on a comme à retravailler notre lien avec notre origine. Et quelquefois, ça se fait bien si on a accès encore avec des grands-parents ou des gens comme ça qui peuvent nous conseiller avec
qui ont beaucoup de vécu, etc. Mais c'est ça qui est difficile quelquefois parce qu'on dit, c'est vraiment, on sait maintenant, la recherche le dit, c'est important de pas délaisser sa culture. Il faut vraiment le garder et le valoriser. Et une n'empêche pas l'autre. Mais malheureusement, quelquefois, et c'est souvent de bonne volonté des familles ou des parents où on essaie de vraiment pousser l'intégration à tous les prix, mais en fin de compte, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que souvent, ces gens-là vont chercher leur identité plus tard. Ou aussi, si vous parlez pas la langue, mais un jour, vous avez des enfants et vos enfants, vous pouvez même pas parler avec vos enfants dans votre langue maternelle, c'est très difficile. Et où les grands-parents sont pas capables de parler avec les petits-enfants. Donc, c'est vraiment important de garder tout ça. Et c'est une richesse. Mais quelquefois, dans notre société, on oublie que c'est une richesse. La diversité est une richesse, mais quelquefois, on oublie ça. C'est vrai. Et selon vous, selon vos recherches, quelles sont les difficultés que vous avez relevées sur les jeunes immigrants, leurs difficultés peut-être dans le système scolaire, tout ça? Mais quelquefois, ils peuvent vivre l'intimidation. Ouais. Donc, ça dépend encore des écoles. Il y a des écoles qui sont très pluriethniques, d'autres où il y a peut-être 2-3 groupes minoritaires. Ça varie beaucoup, mais je pense que ça fait une différence. Il y a l'intimidation, il y a les défis de faire des amis, donc des défis psychosociaux, le rapport avec des amis, le rapport avec les adultes. Mais aussi la réussite, parce qu'on travaille dans une autre langue, on est peut-être habitué à travailler différemment. La pédagogie qu'on a connue dans notre pays d'origine, c'est pas la même. Donc, il y a des discontinuités sur plusieurs enjeux qui peuvent freiner l'intégration et la réussite. Ouais, personnellement, j'ai vécu quelques défis que vous avez cités. Ouais. Parce que moi, je suis encore en phase d'intégration, mais j'ai pas... Au niveau scolaire, ma seule difficulté, c'était l'anglais. Oui, ok. Parce que où j'étais, je parlais pas trop en anglais et tout. Ouais. Du coup... c'est un peu gênant de dire ça. Pourtant, le pays d'où elle vient, il est bien bilingue. Ah oui? Mon pays, c'est le Cameroun. Oui. Il est bilingue. Mais le problème, c'est que moi, j'étais pas... J'étais pas anglophone, moi j'étais francophone. Moi j'ai toujours été francophone depuis toute petite. Donc c'est ça. Du coup, mon premier cours en anglais, j'étais tombée malade. J'ai pleuré devant la dame parce qu'il fallait s'exprimer devant tout le monde et tout. C'était le jour d'oral et tout. Et moi, je savais pas comment ça se passe et tout. Du coup, j'avais appelé la madame dehors, j'avais coulé des larmes. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Je tremblais, j'étais toute tremblante. Donc, c'est pas facile de s'intégrer, surtout quand on est jeune. Immigrant, c'est pas vraiment facile et tout. Mais... Ça t'a traumatisé? Ouais, c'est la seule chose qui m'a traumatisée. Mais au niveau des rapports avec des amis et tout, je me suis fait des amis le même jour. J'ai pas eu du mal. Moi, j'ai pas trop de mal à me faire des amis, mais c'est vraiment l'anglais là qui m'a traumatisée. Donc, je comprends. Ouais, mais la langue, c'est ça, c'est aussi l'oral, c'est difficile quelquefois parce que qu'on est stressé, notre accent est encore plus fort, donc et tout le monde autour. C'est ça, tout le monde nous regarde, etc. Ça peut être difficile. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que on va toujours le dire, l'accent, c'est si je veux vraiment apprendre à parler une langue, je pense qu'au début tu dois un peu t'en foutre de l'accent parce que c'est ça. On peut dire que ça fait partie de ton identité culturelle. Mais c'est ça, c'est joli, c'est bien, c'est une richesse quelque part aussi, c'est la diversité. C'est ça. Vous parlez anglais? Oui, en fait, moi j'ai étudié en anglais. Au Colorado. Tout aussi. Donc mon anglais c'est
j'ai plus la facilité en anglais qu'en français. Ouais, ça se remarque un peu dans Ouais, l'accent. Mais vous vous débrouillez quand même très bien en français. Hein. Merci. Quand même, c'est très, très, très bien. Ok, du coup, on a vu que votre recherche explore l'apprentissage dans des environnements informels. Comment ces approches inspirent-elles l'éducation des adultes et des jeunes en situation d'intégration? Mais je pense par exemple à un projet que j'ai fait avec le jardin botanique où on a jardiné, j'ai amené des jeunes d'un autre programme au jardin botanique et on a jardiné. Donc, on a trouvé que le jardinage, c'est une bonne façon d'intégration, rebâtir des relations avec la nature, mais aussi découvrir tout un autre vocabulaire. Et aussi de juste quelquefois aussi, c'est des jeunes qui ont pratiqué l'agriculture dans leur pays d'origine. Donc, il y a beaucoup de savoir dans leur famille autour de l'agriculture. Ils pourraient aussi amener les légumes chez eux. Donc, il y avait plein de recettes intéressantes aussi. Donc, ça cherchait un peu, ça faisait le lien en fait, avec leur bagage culturel qui pouvait mobiliser. J'avais aussi travaillé avec le programme scientifique, et là, on a plus fait les sciences. Donc, l'intégration, quelquefois, on pense beaucoup à la langue, le développement de la langue, mais le développement de la langue, ça peut se faire au travers des activités multiples, comme les sciences. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire aussi en éducation des adultes, de vraiment varier les contextes dans lesquels on apprend et les outils, comment on l'apprend. Ça peut être au travers le jardinage, mais ça peut être aussi au travers faire des podcasts ou d'autres choses. Donc, vous avez vu que ça rapproche aussi les jeunes entre eux aussi. Oui. Parce que les adultes, parce qu'ils tissent des liens. Oui. Donc, je pense que oui, ce sont des bonnes approches. Du coup, vous nous avez parlé de votre parcours. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué dans votre parcours académique? Un moment que vraiment vous avez apprécié de faire ou vous pouvez dire que vous avez apprécié tout votre parcours, hein, mais est-ce qu'il y a un moment vraiment qui vous a marqué ou qui vous a interpellé? Bon comme mauvais. Hein. Mais je dirais le parti où j'ai fait mon projet avec le jardinage, avec les jeunes, ça c'était vraiment génial parce que c'était quand je faisais mon doctorat dans une faculté d'éducation et d'habitude on fait des projets dans les écoles et donc ce projet-là était très différent parce que c'était dans un espace pas scolaire. Et donc, au début, j'ai dû me battre un peu pour vraiment faire un doctorat dans un sujet qui est un peu à la marge de qu'est-ce qui est accepté d'habitude. Mais j'ai pu vraiment vivre des belles moments. Et depuis, je pense, c'est des projets comme ça, des projets de collaboration avec les jeunes que j'aime le plus. Donc, je pense, un des projets que j'ai fait qui m'a aussi que j'aime beaucoup, c'est un projet que j'ai fait avec les jeunes autochtones à Nunavik, avec un projet de photos où on a fait une exposition de leurs photos après. Et ça, c'était aussi un projet magnifique parce que c'était un peu mettre leur vision du monde en avant. Ouais. Et on a fait ça à Montréal, donc il y avait une exposition à Montréal. Donc, comme ça c'était ouvert à tout le monde à Montréal. Et pour eux, c'était aussi une fierté énorme de voir que les gens de Montréal s'intéressent à leur réalité. Donc c'était comme un bel dialogue entre en soi, les autochtones, on les examine, mais ils sont dans le livre du Québec, dans nos cahiers d'histoire. Donc, à chaque fois que tout mon secondaire, dans mes cours d'histoire, en tout cas, on parlait toujours des autochtones, bref, toutes leurs histoires, comment ils se sont fait assimiler. On sait que maintenant, il y a des coins réservés pour eux. Donc, puis il y avait aussi, je sais pas, vous connaissez
le chandail orange. Oui, Ouais, bien sûr. tout le monde, je me rappelle, il y a toujours une journée à l'école pour porter le chandail orange par rapport à la fille qui, puis ouais, eux aussi, ils ont une histoire quand même assez intéressante, puis un parcours aussi difficile. Puis ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis, dans vos recherches, moi, je m'intéresse beaucoup plus aux gens qui sont en cours d'intégration et tout. Je voudrais savoir, dans vos recherches, quelles sont les formes de soutien, quelle forme de soutien impacte plus sur la santé mentale des jeunes en phase d'intégration? Mais je pense que c'est vraiment à être dans une école avec un climat accueillant, beaucoup de bienveillance, avoir comme une filet, moi j'appelle ça comme un filet autour de soi. Donc ça peut être le filet, ça peut être la maison de jeunes, ça peut être la famille. Quelquefois, les familles arrivent, ils n'ont pas beaucoup d'autres familles membres familiales avec eux, donc c'est pas toujours facile. Donc il y a des centres communautaires qui supportent justement les familles migrantes dans leur intégration. Avec toute l'aide d'intégration sur le sujet légal, mais aussi pour se chercher des formations, pour s'insérer professionnellement, etc. Et on peut dire si les parents, ça va bien pour les parents, mais ça va aussi bien, ça facilite aussi l'intégration des enfants. Ouais. Souvent, c'est vraiment les enfants qui aident les parents à s'intégrer parce que eux, ils sont à l'école, donc ils sont moins isolés. Les parents, quelquefois, sont un peu isolés au début. Donc, c'est important qu'il y a ce support, ce système de support. Et une fois, quelquefois, il y a beaucoup de support au début de l'intégration. Une fois on arrive, et après ça, on perd un peu ce support-là. Donc, on parle aussi d'un support soutenu qui est important. Parce que quelquefois, on aime ça de se retrouver entre immigrants aussi pour partager un peu des moments difficiles ou juste se parler entre nous. Et ça peut faire du bien, mais d'autres moments, ça fait du bien aussi d'être mélangé avec d'autres personnes. Et des gens qui sont d'ici et tisser des liens avec eux. Donc, waouh, on sent vraiment que vous aimez votre métier, hein? Vous parlez avec passion. Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec des jeunes qui ont eu du mal, malgré tout ça, à s'intégrer? Ou tous les jeunes, ils ont toujours eu l'habitude de facilement s'intégrer? Tous les jeunes avec qui vous avez eu à travailler avec ont toujours eu la facilité à s'intégrer de manière... facile, genre. Mais je pense les jeunes qui ont eu plus de difficultés, c'est plus des jeunes qui sont comme s'ils arrivent au fin secondaire, par exemple, et se trouvent un peu comme entre le secondaire et l'enseignement des adultes. Ouais. Donc, quelquefois, ils sont même pris d'attendre parce qu'ils sont envoyés au cégep, mais au cégep, ils sont considérés comme des élèves ou étudiants d'international. Donc, ça coûte très cher. Donc, ils sont comme pris, sont encore chez eux parce qu'il n'y a pas un système qui peut les aider à s'intégrer. Donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile si vous arrivez au secondaire ou plus tard encore que comme jeune, si vous êtes au primaire, d'habitude, on sait que l'intégration se passe beaucoup plus facilement. Ouais. Mais déjà, au secondaire, on est en quête identitaire et tout ça, c'est compliqué. On a peut-être perdu tout son réseau social de son pays d'origine. Surtout si on est réfugié, on peut pas rester en contact sur les réseaux sociaux pour éviter des problèmes. Donc, ça peut être quand même très isolant. C'est pour ça que les maisons jeunes ou d'autres programmes communautaires deviennent des leviers super importants pour donner un espace pour ces jeunes-là de sortir un peu de leur maison, de faire d'autres choses et éventuellement s'intégrer dans le système, soit l'éducation des adultes ou le cégep, etc. Mais je pense au niveau des cégep et les universités aussi, on parle beaucoup de l'intégration maintenant.
des personnes issues d'immigration et il y a quand même de plus en plus une sensibilité à ces enjeux et toutes sortes de ressources aussi qui sont mises en place. Donc je pense, généralement, ça se passe quand même bien, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. Parce que quelquefois, vous arrivez avec une éducation de votre pays d'origine, mais ça compte pas comme à tous, c'est pas reconnu. Et donc, c'est comme recommencer toute l'éducation. Je connais beaucoup de personnes, même au cégep, qui avaient, que ce soit, par exemple, les personnes qui sont les avocats, ils étaient avocats dans leur pays ou ils étaient médecins. Ici, ça vaut pas vraiment. C'est pas que ça vaut pas, ça vaut pas. Parce que personnellement, je suis victime aussi, vous voyez. Tu es victime de quoi, toi? Je suis victime du fait que dans mon pays, j'avais terminé mon parcours du secondaire, mais quand je suis arrivée ici, on m'a remise en arrière parce que c'est l'âge ils m'ont dit non, les jeunes de cet âge font telle classe. Du coup, j'ai pleuré parce que quand je regarde... pleures toujours. Hein. D'abord en anglais, tu pleures ici aussi. Non, mais je pleure plus trop. Mais c'est vrai, au début, je pleurais pour rien parce que pour moi, ça sonnait pas bien parce que mes parents, eux, s'étaient classés, genre, ils attendaient que je termine parce que j'étais rendue au niveau bac dans mon pays. Ils attendaient que j'obtienne mon bac, comme ça on vient au Canada pour que j'intègre directement à l'université et tout. Mais arrivé, ils ont pas regardé mes notes, ils ont pas regardé mes bulletins, tout ça. Ils ont dit non, mon âge ici, les enfants de mon âge, ils font secondaire 4. Du coup, j'étais comme, comment ça, secondaire 4 et tout, ça sonnait pas bien dans mes oreilles. J'étais comme, non. Du coup, c'est traumatisant. Et mes amis de mon ancien pays, ils étaient comme, ah ouais, t'es rendu à quel... Donc, tu vois la honte. Parce que c'est honteux. Parce que tes amis avec lesquels vous avez fréquenté dans ton pays, et ils sont rendus à l'université, toi t'es encore rendu au secondaire 4, tu vois, c'est bizarre et c'est traumatisant parce que je m'attendais pas à ça. Ils vont traumatiser. C'est quand même un gros mot, la honte. Mais c'est effectivement, ça c'est justement une des raisons que, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a pour certains gens comme ça, il y a vraiment c'est difficile l'intégration et ou juste être, mise vers le bas. Donc, vous arrivez peut-être, vous étiez en 3e année secondaire et ici, soudainement, vous êtes en première année. C'est tellement décourageant qu'il y a des gens qui vont décrocher de l'école parce que ça les décourage trop et plus tard, peut-être, ils vont continuer en éducation adulte parce que là, c'est plus individualisé, c'est peut-être un peu plus facile et ça fait moins mal parce qu'on travaille plus étroitement avec quelqu'un, etc. Mais ça, c'est très difficile. Ça, c'est un enjeu qu'on parle très peu, mais ça arrive tout le temps. Malheureusement. J'ai vu que vous avez parlé de beaucoup de projets que vous avez fait, que Jardin botanique, vous avez fait aussi... vous avez fait beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, que vous aimeriez nous parler, ou pas encore, ou qui est en cours? Pas forcément qui est en train de se faire, mais qui est en cours. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Mais un projet que j'ai fait plus avec mes étudiantes, j'ai essayé de faire la broderie. Donc, on travaillait sur une grande étoile avec une artiste ensemble et on brodait des plantes. Wow. Donc, c'est possible? Oui. Des plantes genre comme des fleurs? Oui, oui. OK. Et j'avais cette idée que cette toile-là va se déplacer à différents espaces où tout le monde va juste broder, continuer de broder jusqu'à on a comme une œuvre un petit peu. Mais l'objectif de ce projet, c'est vraiment plus large, c'est plus approcher les gens à la nature, les plantes et aussi en lien avec le changement climatique, vraiment rétablir une relation avec la nature pour qu'on réalise qu'on doit s'occuper de notre nature, prendre soin de notre nature. Parce que souvent, on est dans la nature, ça nous fait du bien, mais on oublie qu'on doit aussi s'occuper de prendre soin de la nature en même temps. Ouais. Donc, c'est un projet un peu exploratoire actuellement que je suis en train
de faire. Wow. Ouais. Mais ça, c'est en cours ou ça a été fait? Mais on a fini la session, justement, on a regardé ça ce matin avec mes étudiantes et là, la session est terminée, mais il va probablement avoir d'autres étudiants qui vont continuer sur ça à l'automne. Wow. Ouais. Félicitations. Merci. Ok, et vous pensez que les jeunes qui travaillent avec vous, ils adorent ça autant que vous? Genre, toutes ces activités que vous faites ensemble, tout ça là. Mais pas tous les jours. Ça dépend beaucoup des activités. Ça dépend aussi, quelquefois, c'est les parents qui amènent les jeunes à faire certaines affaires et c'est pas nécessairement leur choix. C'est vrai. Mais je dirais, souvent, ils aiment ça quand même parce que c'est ouvert, on développe des liens, on fait beaucoup de social, comme ici, aux maisons jeunes, tu sais, c'est pas, quelquefois, on fait l'aide aux devoirs, des affaires comme ça, mais après ça, il y a quand même l'espace aussi pour juste rire ensemble, faire d'autres choses ensemble, donc ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien parce que des jeunes, ils sont tout le temps collés à leur téléphone, donc un peu de changement, ça apporte un truc en plus. Ouais. Et je voudrais savoir, vous travaillez avec quelle tranche d'âge? Genre, c'est de quel âge à quel âge les jeunes avec lesquels Mais vous travaillez? souvent, c'est plus secondaire. Dans le passé, c'était plus secondaire 3 à 5. Mais quelquefois aussi 5e, 6e année primaire. Donc, vraiment, toute la longueur du secondaire et 5e, 6e primaire. Un peu, c'est un mélange. D'accord. De tout ça. Mais quelquefois aussi, j'établis des liens avec les jeunes. Donc, je les revois quand ils sont adultes et on échange un peu où ils sont rendus. Donc, ça aussi, tu sais, comme vous, peut-être dans 5 ans, 10 ans, vous revenez ici pour voir et partager où vous êtes rendus. Donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est très riche de voir tous ces parcours qu'on peut pas imaginer, mais ça va juste arriver comme ça va arriver, tu sais. Ouais, j'avais lu que vous avez écrit un article sur le rôle des organismes communautaires dans la réussite scolaire. Si vous aviez un message à faire passer aux décideurs, quel serait-il? Mais je pense une chose qui est toujours difficile pour le communautaire, c'est le financement. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment soutenir les programmes communautaires. Et l'autre, c'est que souvent on parle de l'école, mais on parle pas beaucoup de collaboration entre l'école et le communautaire. Donc, je sais que votre maison jeune aussi collabore beaucoup avec l'école quand même. Tu sais, il y a un lien qui s'établit et je pense qu'il y a un dialogue, un échange, une communication qui se fait entre l'école et les espaces communautaires. Donc, c'est vraiment très, très important aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un mythe ou une idée reçue sur l'identité des jeunes immigrants que vous aimeriez comme détruire, que vous aimeriez dire non, c'est faux? Est-ce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses qu'on dise par rapport à leur sujet et que en vrai, préjugés. ouais, c'est ça, et qu'en vrai, quand vous les avez abordés, vous dites ah ben non, c'est pas vrai ce qu'on dit sur eux. Au niveau de langue, souvent on juge les personnes par la langue, la maîtrise de la langue. Et ça, je trouve, c'est très difficile, qu'on devrait être plus ouverte à ça. Donc, je pense que les gens qui viennent à Montréal, c'est pas qu'ils n'aiment pas le français, mais quelquefois, c'est juste une langue très difficile à apprendre, dépendant c'est quoi notre langue maternelle. Ouais. Quelquefois, on pense que les immigrants, ils travaillent pas, mais quelquefois, des barrières sont juste énormes parce que justement, leur éducation, tout leur parcours est pas reconnu. Donc, l'insertion peut être très difficile. C'est pas parce que les gens veulent pas travailler, mais c'est juste difficile de trouver comment s'insérer. Je sais pas qu'est-ce que Mais est-ce que des dire. fois vous avez parce que
des fois, vous avez déjà vu des immigrants qui voulaient pas du tout s'intégrer, parce que oui, on parle que des fois, la plupart s'intègrent, mais il y en a que on sait que c'est pas évident, et du coup, ça les démotive tout au complet. Est-ce que, genre, vous êtes tombé sur ce genre de cas-là? Des immigrants qui vous ont peut-être dit ah ouais, mais moi j'aime pas ici, j'aime pas le pays, je veux retourner dans mon pays. Et quand on vous dit ça, comment vous recevez la chose? Mais on pense que l'immigration c'est facile, mais c'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps. L'intégration prend du temps. Et je pense quelquefois des gens qui sont opposés, mais quelquefois ils trouvent ça plus difficile. Il y a différentes raisons pour immigrer. Donc il y a, comme on appelle ça, des immigrants économiques qui veulent peut-être venir ici pour donner une bonne éducation à leurs enfants, mais c'est quand même un choix qui est fait pour immigrer. Ouais. Mais c'est les parents qui vont prendre ce choix-là. Mais il y en a, après ça, il y a aussi les réfugiés qui viennent vraiment ici parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Donc, ça fait un effet sur l'intégration aussi, comment on est arrivé. Quelquefois, il y a aussi des immigrants qui vont retourner parce qu'ils trouvent ça trop difficile ou peut-être ils trouvent pas leur place au Québec. Ils vont aller à Ontario ou ils vont aller plus dans un espace rural. Donc, je pense beaucoup des programmes d'intégration, maintenant, ils essaient de vraiment offrir un peu toutes sortes d'opportunités. Donc, aussi aller voir qu'est-ce qui se passe dans le contexte rural parce que ça convient peut-être mieux pour certaines familles, etc. Mm-hmm. Mais je pense le mythe, c'est que c'est facile, mais c'est pas facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de barrières et il y a beaucoup de barrières comme le racisme, que la discrimination, où on pense pas nécessairement à ça, mais on le sent quand même, et c'est ça qui rend les choses difficiles. Mais je pense en même temps, ça fait des parcours complexes et riches en même temps. Donc, je pense il y a beaucoup de choses qu'on apprend, qu'on étudie ou qu'on travaille dans des pays différents. Donc, c'est aussi une richesse, même si c'est dur quelquefois. Est-ce que vous pensez que les jeunes immigrants qui ont plus de mal à mieux s'intégrer malgré tout, ils ont toujours du mal, peut-être comme tout à l'heure on a parlé de la langue, au niveau de la langue, est-ce que vous pensez que dans le système scolaire, ils devraient être favorisés, genre peut-être, disons, lors des examens, vu qu'il y a le ministère et tout, les examens ministériels et tout, est-ce qu'ils devraient avoir, je sais pas comment dire ça, une sorte de... Une classe pour les immigrants, genre? Non, pas de classe, mais genre des examens. On ne devrait pas mélanger les examens des immigrants qui ont du mal à s'intégrer au niveau de... Laisse-moi m'exprimer, frère. Au niveau de la langue, n'est-ce pas? Ouais. Bon, je parle peut-être comme moi, j'avais du mal avec l'anglais et que peut-être arrivé à l'examen ministériel, je coule, j'ai toujours du mal avec l'anglais, je fais que couler. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que ces immigrants-là, ces jeunes immigrants devraient être traités de manière plus particulière, genre on devrait traiter leur cas de manière plus particulière parce que dans le système éducatif, on traite tout le monde, tous les élèves au même niveau, vous voyez. On ne prend pas trop en compte du fait que tu maîtrises pas trop la langue et tout, on te dit que tu dois maîtriser la langue. Ouais. Mais c'est difficile parce qu'on peut s'adapter d'une certaine manière. Quelquefois, on fait des accommodements. Ouais. Mais en même temps, la personne doit maîtriser l'anglais peut-être pour aller continuer le parcours. Quelquefois, on peut aussi changer l'évaluation. Peut-être c'est pas juste, tu sais, que ça peut être une évaluation orale, pas seulement écrite, ça peut être d'autres modes qu'on le fait. Donc, et c'est ça, quelquefois, il y a des accommodements, mais je sais que l'anglais est difficile pour beaucoup d'étudiantes qui parlent déjà plusieurs langues, et c'est ça qui est difficile, qu'on ne prend pas en compte. C'est une chose pour quelqu'un
parler l'anglais comme deuxième langue, mais si ça devient le troisième ou quatrième, mais c'est d'autres choses. Mais vous venez de dire c'est une richesse. Bon, mais c'est une richesse. Mais oui, Et bien surtout sûr. que pour être embauché, je parle des petits jobs que les jeunes ils font là, on te demande est-ce que tu parles anglais? La plupart des jobs, si tu parles pas anglais, on te prend pas. Donc, c'est un peu un problème. Mais en soi, il y a à parler anglais. Des fois, si tu sais rien dire même hello en non, anglais... je me suis déjà améliorée. Donc, c'est ça. Est-ce que... Moi, ma question, c'était de savoir si vous pensez qu'on devrait avoir une certaine considération pour ces jeunes, peut-être lors des examens et tout. On ne devrait pas leur mettre au même niveau que des jeunes qui sont nés dans la langue. Ouais, c'est sûr que... Mais d'habitude, en secondaire, il y a quand même différents volets en anglais aussi. Mais on parle aussi des faits, justement, leur donner la chance de peut-être faire un examen oral en plus en place de écrit. Ouais. Tu sais, quelquefois, on peut accommoder au travers des façons différentes de le faire un balado et ça compte pour le test de langue. Mais c'est ça. Et aussi apprendre la langue. Tu sais, l'apprentissage de langue, ça peut se passer au travers faire les séances ou faire d'autres choses. C'est pas nécessairement juste des cours de langue en soi. Ouais. Donc, peut-être juste ou faire des groupes de dialogue en anglais pendant que vous faites autre chose. Et là, vous rendez même pas compte que vous parlez anglais. Soudainement, vous réalisez que vous le parlez. Ouais. Ou tu sais, les chansons, etc., que vous écoutez. Donc, c'est toutes sortes. C'est comme ça aussi qu'on peut apprendre la langue. Mais c'est sûr qu'apprendre des langues, ça se fait pas un jour à l'autre. Ouais, et c'est ça qui est difficile. Et comme vous dites, il y a comme une barrière émotionnelle quelquefois qu'on a vécu des traumatismes liés avec la langue. Ça devient plus difficile. Ouais. D'accord. Merci. Et à votre avis, quel changement devrait être fait dans l'éducation pour mieux préparer les jeunes à la vie adulte? Oh, c'est une grande question. Parce que les temps changent. Donc, mais je pense le plus important, c'est vraiment de développer leur identité, d'être fiers et jamais arrêter d'explorer des nouvelles choses. Ouais. Je pense qu'il faut faire la place aux jeunes, les écouter parce que tu sais, toute la culture autour des jeunes, ça change continuellement. Et je pense que quelquefois, le système éducatif est un peu en retard pour s'ajuster à ces changements-là. Donc, je pense qu'on pourrait gagner beaucoup si on aurait plus des échanges avec les jeunes pour essayer vraiment de comprendre un peu comment eux, ils vivent tout ce qui se passe actuellement au monde. Parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de changements, que les jeunes aujourd'hui vivent plus dans la journée, ils vont pas planifier toute leur vie ou peut-être ils n'ont pas le goût d'avoir un emploi de 9 à 5, mais ils veulent juste faire quelque chose qui leur plaît, qui les motive. Ouais. Donc, ces changements-là, je pense qu'il faut qu'on les comprenne. Comme ça, on peut mieux soutenir les projets des jeunes aussi. Et vous pensez que si on soutient les projets des jeunes ainsi, il y aura beaucoup plus d'avantages, il y aura davantage d'évolution dans certaines perspectives? Oui, moi je pense, mais si on travaille plus ensemble, on fait des projets ensemble, il y a quand même maintenant des étapes de concertation où les jeunes occupent aussi une place, donc leurs intérêts sont représentés, tu sais, politiquement ou dans différents organismes ou dans l'organisation. À l'école, il y a des enseignants qui font des groupes de parole avec leurs jeunes une fois par semaine. Comme ça, ils sont plus au courant, c'est quoi les enjeux auxquels les jeunes font face, les problèmes, mais aussi des moments de succès. Quelquefois, c'est intéressant de voir des modèles, des jeunes qui sont un peu plus âgés que vous, mais qui sont encore jeunes aussi, mais quand même
Comme ça nous donne l'inspiration, des modèles à suivre. Donc ça, je pense, c'est vraiment important. C'est pour ça, je pense, les maisons jeunes jouent un rôle important. Vous avez des invités quelquefois qui vous parlent de leur parcours, etc. C'est inspirant. Ouais. C'est pour ça que, en vrai, on remerciera toujours comme les espaces communautaires parce que, en fait, ils nous enlèvent un poids. Genre, vraiment, quand tu rentres de l'école et que, genre, dites-vous que tu dissocies vraiment l'école par exemple, moi, quand je vais à la maison des jeunes, j'oublie, j'oublie l'école, en fait. Donc, c'est comme une deuxième maison. C'est comme un deuxième repère. Je m'y sens beaucoup mieux parce que on parle aussi de sujets avec les intervenants ou même entre nous, les jeunes, on parle de sujets qu'on ne parle pas forcément à l'école. Donc, c'est pour ça que je pense, en moi, personnellement, pour l'éducation, c'est vrai qu'ils sont un peu en retard, mais les espaces communautaires, c'est très important aussi pour nous parce qu'ils donnent beaucoup de ressources que l'école ne nous donne pas. Et je pense que l'école, ça aura toujours une barrière. Il y aura toujours... ils pourront... après, ça dépend. Il y a des écoles qui, comme vous avez dit, qui offrent des discussions. Mais je pense que les espaces communautaires devraient continuer à rester. Parce que ça aide beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes quand ils viennent, que ce soit ici ou au CGE, qui se sentent bien à l'aise, qui se disent à l'école, ils disent toujours à l'école on nous a pas appris ça et tout. Donc les espaces comme ça devrait continuer à rester et il devrait en avoir beaucoup plus. Il y en a déjà beaucoup. Puis moi c'est ce que je pense. Irène, est-ce que tu aurais un message à passer aux jeunes, aux parents aux adultes qui écouteront notre podcast, aux intervenants? Un message, un conseil, peu importe. Mais je pense qu'il faut vraiment valoriser les jeunes. C'est vraiment important. Les écouter, les encourager. Et c'est ça, le message pour les jeunes, c'est juste continuer, garder l'espoir. Jamais, je pense qu'il faut se mettre des objectifs et même si quelquefois on a l'idée qu'on va jamais y arriver, mais c'est surprenant, quelquefois, soudainement, il y a des portes qui s'ouvrent ici et là. Donc, il faut persister, croire en soi et vraiment oser sur vos intérêts et qu'est-ce que fait du bien à vous. Non, jamais persévérer et tout ça. Et c'est ça, il y a plein d'opportunités aussi qui sont là quand même. Et donc, il faut aussi quelquefois essayer quelque chose qu'on a pensé jamais faire et peut-être découvrir que c'est quelque chose qu'on aime faire finalement. Donc, Merci. Merci beaucoup d'être venu. On a été très appréciés de vous recevoir. Merci à vous. J'espère que vous reviendrez à la Maison des Jeunes. J'espère aussi. Donc, Au revoir. J'espère que vous allez rentrer avec le sourire. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter la Maison des Jeunes? Non. Est-ce que vous allez le faire? Oui, j'aimerais bien. Merci. Au revoir Manuela. Au revoir Irène. Au revoir le public. Bye bye. Bye bye.